Chers amis, chers confrères, merci beaucoup pour cette délicate invitation et effectivement partager avec vous donc, le petit dernier de la préparation de la plaque coronaire. Donc très rapidement, vous le savez, la lithotripsie, le principe c'est deux électrodes de lithotripsie qui sont intégrées dans un ballon d'angioplastie et qui sous l'effet en fait, d'un influx électrique va vaporiser le fluide contenu dans le ballon, créer une onde acoustique et c'est cette onde acoustique qui va interagir avec les tissus de haute densité comme le calcium dans l'intima, mais également jusqu'à la média, et donc souligner son rôle intéressant dans les calcifications profondes. Et vous pouvez voir que le mécanisme d'action de la lithotripsie, c'est ce pattern classique. Vous avez ici l'arc calcique circonférentiel, et vous pouvez voir ces fractures qui sont multiplans, longitudinales dans la paroi, avec un gain immédiat au niveau de la lumière de l'artère. Et quelque chose que l'on connaît bien également, c'est que cette lumière artérielle, après stent, va continuer d'augmenter, en fait témoignant de l'augmentation de la compliance du vaisseau après l'application de la lithotripsie. Alors finalement, la lésion idéale de la lithotripsie, c'est un patient qu'on a inclus dans les études CAD. Vous pouvez voir ici cette volumineuse coronaire droite, très dominante, avec une lésion très focale, calcifiée en vérole du troisième segment. Et quand on s'intéresse au deuxième segment, vous pouvez voir les importantes tortuosités, ce qui pourrait rendre un rotablator relativement hostile. La lésion est distale, l'approche est tortueuse. Et donc finalement, on décide, devant le caractère massivement calcifié que vous pouvez voir sur ce rehaussement et cette lésion critique, d'engager plutôt un traitement par lithotripsie. Avant la lithotripsie, il est quand même recommandé d'aller essayer de préparer la plaque avec des ballons, on va dire, conventionnel, donc non compliant, et vous pouvez voir l'empreinte résiduelle malgré une inflation à haute atmosphère, donc qui vraiment nécessite un complément de préparation. Alors, l'objectif de cette session, c'est d'être pratique, et vous pouvez voir que vous savez que le ballon de lithotripsie peut avoir un profil qui est en tout cas certainement moins bon que les ballons traditionnels, et dans ce cas présent, l'utilisation d'une stratégie de buddy wire qui a quand même nettement rectifié l'artère, permet d'acheminer le ballon de shockwave de 4 mm, puisqu'on a pris un 4 mm en référence au diamètre de l'artère distale qui était de 4 mm, un ratio 1 pour 1 pour l'application de la thérapie. Et vous pouvez voir que finalement, le ballon chemine relativement aisément avec cette stratégie, et que très rapidement, après un premier cycle d'impulsion et jusqu'au 6e cycle d'impulsion, on peut voir qu'il y a une lésion résiduelle. La lésion a complètement cédé avec une lésion résiduelle qui est de 5 à 10%. L'angiographie immédiate est assez incroyable, c'est quasiment un résultat stent-like, mais ça ne va pas nous empêcher quand même d'aller mettre un stent, c'est une préparation de la lésion. Et là, le cas qui était intéressant, c'est que le stent de 4 mm ne franchissait pas en fait, les tortuosités du deuxième segment malgré le body wire, ce qui a nécessité en fait, l'utilisation d'un cathéter d'extension avec cette technique d'anchoring. Mais le stent ne franchissait pas également le monorail proximal du cathéter d'extension. Donc après avoir vérifié l'intégrité du stent, eh bien, vous voyez, j'ai préparé, en fait, j'ai dilaté l'entrée du monorail avec un ballon de 2,5 pour pouvoir faire franchir le stent. Je vous recommande quand même de vérifier que le stent ne soit pas abîmé dans sa proximalité, ce qui expliquerait qu'il bute sur le monorail, parce que sinon il risquerait de se dessertir. Et vous pouvez voir donc le résultat final qui est extrêmement satisfaisant avec un flux Timi 3 et l'absence de lésions résiduelles. Alors ça, ce type de lésion circonférentielle, calcifiée focale courte, en fait, c'était un critère d'inclusion dans le programme de développement clinique de la lithotripsie, qui est le programme CAD. Et si on prend les résultats de CAD 3, le flowchart de CAD 3, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces lésions étaient hautement calcifiées. Et vous pouvez voir que la petite croix en fait, ramène dans le protocole à la présence d'opacité sur l'ensemble, sur les deux sides du vaisselle, ou un arc calcique à plus de 270 degrés, témoignant donc d'un critère circonférentiel de la calcification. Donc le message clé, finalement, c'est que la lésion typique pour la lithotripsie dans la littérature scientifique, c'était une lésion circonférentielle. Et je vous parle de CAD puisque les résultats ont été présentés avec 12 mois de follow-up au TCT cette année, avec une courbe typique que l'on retrouve en cardiologie interventionnelle, beaucoup d'événements hospitaliers, puis après une augmentation progressive pour obtenir un taux de MACE proche de 14% à un an, ce qui dans cette population calcifiée est finalement relativement faible. Et vous voyez surtout quand on s'intéresse aux déterminants des MACE, un taux de décès cardiaque de 1%. Mais finalement, la science, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, pour moi, les lésions typiques de la lithotripsie, c'est la vraie vie. Donc, je vais me partager ce patient de 87 ans qui a été pris en charge le mois dernier. Vous pouvez voir qu'il rentre dans un contexte de enstémie avec de l'atropo. Et vous pouvez voir cette lésion extrêmement calcifiée, critique et complexe, peut-être une occlusion ou une sténose critique de la coronaire droite moyenne. Mais surtout, cette lésion
très calcifié et critique du tronc commun gauche, avec, vous le voyez, hein, une importante charge calcique, un caractère en fait très excentrique également de la lésion sur la distalité du tronc. Et donc chez ce patient qui a 87 ans, qui rentre pour un syndrome coronaire aigu, on décide de partir sur une stratégie d'angioplastie. La kinésie inférieure constituée nous fait dire que peut-être que la lésion de la coronaire droite n'est pas la lésion coupable, et finalement on s'intéresse à la lésion pronostique. Vous pouvez voir ce rail calcaire hein, qui part depuis le tronc commun gauche jusqu'à l'IVA, mais englobant également la circonflexe. Alors là, la stratégie d'angioplastie, je la soumets à votre critique, hein, au vu des données caractéristiques anatomiques. Objectif de discuter de la stratégie d'angioplastie, mais finalement cette lésion est tellement calcifiée qu'on décide de préparer de prime abord par un ballon shockwave en frontline. Et vous pouvez voir deux choses. D'abord, finalement, l'empreinte la plus importante n'est pas sur le tronc commun gauche, mais sur l'ostium finalement de l'IVA. Et vous pouvez voir que cette empreinte finalement va finir par se lever après 80 pulses. Mais également la tolérance, puisque vous pouvez voir que très rapidement, en l'absence de coronaire droite, eh bien, la pression artérielle lorsqu'on inflate chute. Et donc ça, c'est un petit tip centrique à partager. Finalement, au lieu de faire les 10 secondes d'inflation du ballon shockwave, j'ai fait finalement 16 séquences de 5 secondes pour délivrer les pulses et pour permettre à l'hémodynamique de se reconstituer. Donc ça, c'est l'angiographie post-lithotripsie avec l'utilisation d'une prédilatation avec 2 ballons non compliants de 3,5, l'absence d'empreinte résiduelle sur les différents sites ostiales de l'IVA et de la circonflexe. Et donc, et je le soumets à votre critique, je suis parti sur une stratégie de DK-crush au regard de l'angiographie post-IVL avec un stent dans la circonflexe, un crush à 5 mm, un stent cette fois-ci tronc commun gauche vers l'IVA et finalement un pot à 6 mm dans le tronc commun gauche, sans imagerie, et vous m'en pardonnerez, avec un résultat final qu'on considérera comme satisfaisant. Alors, est-ce que l'utilisation de la lithotripsie dans ce contexte de lésions finalement qui sont excentrées a un intérêt? Et bien là, vous pouvez voir que l'ensemble des études CAD a été poolé avec 628 patients, et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 628 patients, il y en a 262 qui ont eu de l'OCT, et qui ont été analysés par le CRF en Core Lab. Et là, de façon extrêmement intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que plus de la moitié de cette cohorte a finalement un arc calcique inférieur à 270 degrés. Donc finalement, la moitié de la cohorte inclue dans ces études cadres, qui étaient censées avoir un critère d'inclusion de lésions concentriques, étaient finalement des lésions excentriques, témoignant de ce que Pascal nous a dit, que finalement l'angiographie est un piètre moyen diagnostique pour déterminer le caractère concentrique ou excentrique des lésions. Alors pourquoi l'excentricité peut poser problème? Pour deux raisons. D'abord, l'électrode de lithotripsie est beaucoup plus loin dans les lésions excentriques, il y a une distance, et finalement le calcium root est beaucoup plus éloigné de la lithotripsie. La deuxième chose, c'est que vous perdez un phénomène qu'on appelle la spalliation, qui est une sorte de réflexion de l'onde et qui vient augmenter l'intensité de l'onde shockwave incidente dans les lésions concentriques. Vous perdez donc cet effet dans les lésions excentriques. Et finalement, ils ont publié au TCT qu'il n'y avait pas de différence en termes de MSA ou de stent expansion dans les lésions excentriques, et finalement donnant un critère extrêmement rassurant de l'efficacité, avec sous réserve que la cohorte est relativement faible, de l'utilisation de l'IVL dans les lésions excentriques. Alors tout ça pour rebondir sur le fait que, vous savez, on a débuté sous l'impulsion du GACI et de la SFC le registre national, qui est le registre France-Lili, qui est un registre en fait all commerce pour étudier tous ces types de lésions, qu'elles soient concentriques, excentriques, mais également les rosténoses intrastent. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 45 patients qui ont été inclus sur les 500. Dans 12 centres d'actifs, il y a d'autres centres qui vont être activés, et puis d'autres centres qui peuvent être inclus dans ce registre. Donc je vous propose de vous rapprocher si vous êtes intéressé pour participer à cette étude. Mais finalement, le hot topic, c'est ça. J'ai l'honneur de vous annoncer, avec l'accord de la firme Shockwave, que le cathéter C2 a bénéficié d'une autorisation d'inscription sur la liste des produits remboursables. C'est tout neuf, vous voyez, c'est un avis de la commission de janvier 2022. Alors je ne suis pas en mesure de vous communiquer les caractéristiques de cette inscription, mais en tout cas, ils m'ont autorisé pour vous dire qu'ils ont reçu un avis favorable sur l'inscription. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Benjamin.